Je me Et suis même... bonjour, vas-y. Ok. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, deuxième jour de la semaine, lundi, nous sommes avec en compagnie de deux invités quotidiens, bien sûr, maintenant. Notre ami Gérard et Antoine. Bonjour à vous deux. Bonjour Salut à toi, Nicolas. Nicolas. Salut, Bonjour. salut. Alors, je remercie tous ceux qui nous suivent, bien sûr, et tous ceux qui sont là. Et comme l'émission précédente, il y aura une petite foire à questions à la fin de notre présentation avec notre thème. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Europe. Alors, on va vous expliquer qui a construit l'Europe, comment fonctionne l'Europe, par quelle définition on peut traduire l'Europe, et comment marche l'Europe aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, avant tout, on va commencer par le commencement, à savoir qui a fondé l'Europe. Parce que c'est bien sympa de dire l'Europe c'est bien, l'Europe c'est mal, mais il faut savoir qui l'a fondée aussi. C'est très important. À savoir que il y a 10 fondateurs de l'Europe, dont certains sont très connus bien sûr, comme par exemple Winston Churchill ou Robert Schuman. Et ces pères fondateurs que je vais bien sûr vous dire après euh, ont tous été issus de la Seconde Guerre mondiale et certains ont été issus du nazisme, bien sûr. Euh, donc, juste avant de commencer, de vous dire quels sont les pères fondateurs et de commencer le sujet sur l'Europe, est-ce que Antoine ou Gérard avez-vous à dire quelque chose? Excuse-moi Nico, tu peux répéter juste la fin de ta question, j'étais ailleurs. Est-ce que C'est tu par as, à rapport dire est-ce que tu as à dire quelque chose sur l'Europe? sur l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne ou Mhm. vraiment l'histoire de ce qui s'est passé sur le territoire? Ouais, l'histoire, l'Europe, tout ce que tu veux. Alors, juste en guise d'introduction, après je te laisse continuer parce que je vais pas bouffer le temps non plus. Pour introduire les choses, en fait, l'Europe, géographiquement, c'est un peu le berceau des grandes familles aristocratiques, notamment localisées en Allemagne et en Angleterre. Je sais qu'il y a énormément de maisons de familles royales qui ont siégé là-bas et que ça a une histoire très très lourde et pesante, surtout en Angleterre, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France aussi hein, d'ailleurs. Ça me viendra après, mais je te laisse continuer. Vas-y. Ok, c'est bon. Genre, Moi aussi, bon bah, je t'écoute, Nicolas. J'interviendrai si nécessaire. Précisant que je ne suis pas spécialiste de tout ce qui est politique, etc. Personnellement, euh, ça ne m'intéresse pas. Attendu l'état de mensonge qu'il y a dans les bouquins d'histoire. D'ailleurs, Nico, ce que je peux préciser pour ceux qui nous écoutent et toi, c'est que nous, Gérard et moi, dans cette émission, on le dit clairement, on n'a pas de connaissances précises des événements de l'histoire de l'Europe, mais en revanche, ce qu'on peut apporter, c'est notre ressenti vis-à-vis de qu'est-ce qui s'est passé quand toi, tu l'expliques, et après, tu vas l'expliquer d'une manière très subtile. Tu vois, tu vois ce que vous avez compris, je pense, mais ça peut Tout être à fait. intéressant. ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ça va être moi qui va présenter toute l'émission, bien sûr. Ça va être moi qui va présenter la mission. Et comme prévu, je vais vous dire qui a été les pères fondateurs. Donc, il y en a 10, un peu partout dans l'Europe, bien sûr, parce que sinon, ça ne serait pas quelque chose d'européen. Donc, les pères fondateurs sont Konrad Adenauer, c'est un Allemand, issu de l'Allemagne nazie, bien sûr. Joseph Beck, qui vient du Luxembourg. On a Johann William Behem, donc c'est quelqu'un qui vient des Pays-Bas, donc de la famille royale des Pays-Bas. Le Premier ministre Winston Churchill, qui vient du Royaume-Uni, il est très connu dans l'histoire, bien sûr.
Alcide De Gasperi, un Italien. Walter Einstein, de l'Allemagne nazie, bien sûr. Hein. On continue. Hein. Sico Mansholt, donc il vient des Pays-Bas, lui. Nous avons deux Français, Jean Monnet et le très célèbre Robert Schuman, hein, qui est bien sûr un agent de la CIA et un ex-nazi. Paul-Henri Spaak, un Belge. Pour une fois, on a un Belge. Et Altiero Spinelli, un Italien. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est les pères fondateurs de l'Europe et de l'Union européenne. Alors, on va commencer dans l'ordre alphabétique, bien sûr, à savoir qui de chacun de ces personnes que je vous ai citées a fait quoi et qui sont ces personnes. Est-ce qu'ils travaillent pour la CIA? Est-ce qu'ils ont été dans le nazisme? Et tout le tralala. Donc, on va commencer par Konrad Adenauer. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, qui a été Konrad Adenauer? Konrad Adenauer a été, pendant bien sûr 14 ans, le chancelier fédéral allemand. Donc, fédéral, ça veut dire que c'était dans le côté, comment ça s'appelait, le côté américain. Hein, parce que l'autre, c'était le démocrate ou je sais pas quoi, là, c'était l'Union soviétique. Enfin bref. Donc il a été chancelier fédéral pendant 14 ans, hein, il faut quand même le préciser. Donc il a eu beaucoup d'investitures, beaucoup de partis, de gens sous son gouvernement, bien sûr. Il a été aussi président fédéral de l'Union chrétienne démocrate de l'Allemagne et il a été ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui d'ailleurs, c'est lui qui a créé ce propre poste, bien sûr. Donc, il est né dans le Reich allemand, bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, l'Allemagne nazie, et il est décédé à l'âge de 91 ans dans l'Allemagne fédérale à Bas-de-Neuf. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui était pro-américain avant de devenir après avoir été un nazi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est inspiré du général de Gaulle parce que il faut savoir que sous l'Allemagne nazie il était un résistant malgré qu'il a été quand même pris dans ce petit rôle de nazi. Il a vite été un résistant. Et puis après, il a inspiré, enfin, comment dire, il a pris des inspirations de Charles de Gaulle, sous, bien sûr, le fameux 6 juin 86 ou 91, je crois, je me rappelle plus, où il faisait de Gaulle à la BBC de l'extérieur. Lui, il a fait un peu la même chose, mais de l'intérieur. Voilà. Donc, voici en détaillé Monsieur Konrad Adenauer, le premier père. On va passer au deuxième, Joseph Beck, qui est un luxembourgeois. Alors, c'est qui Joseph Beck? Alors, c'est un homme politique, mais avant d'avoir été un homme politique, c'était un avocat. C'est un avocat qui a exercé très longuement sa profession et qui a très longuement été avocat auprès du Grand-Duché du Luxembourg, auprès de grands ministères, etc., etc. Il a été aussi le 15e et 17e président du gouvernement luxembourgeois, sous la monarque de Charlotte du Luxembourg, bien sûr. Et il est mort à l'âge de 88 ans au Luxembourg, hein, capitale du Luxembourg, je tiens à préciser quand même, sous le parti politique, Parti populaire chrétien social. Donc il avait quand même un peu de chrétienté en lui. Donc il a eu le prix international en 1960 du prix Charlemagne. Il faut savoir que le prix Charlemagne, c'est un prix en fait
qui dessert toutes les personnalités, on va dire, remarquables qui se sont engagées dans pour l'unification de l'Europe. Voilà. Donc, il y a quand même énormément de monde qui se sont mis à ça et c'est pas vraiment Jojo. Voilà. Donc, c'est pour vous résumer un peu qui est Joseph Beck, c'est un peu le bras droit du Grand-Duché aujourd'hui. C'est aussi quelqu'un dans le Parti populaire chrétien social a été très très influencé. Et c'est aussi lui, après la Seconde Guerre mondiale, qui a œuvré pour justement créer l'ONU et faire entrer le Luxembourg dans l'ONU et l'OTAN. Voilà. Donc, il a joué un rôle important dans ces décisions-là. On va passer au troisième, qui s'appelle Johan Willem Beyen, un néerlandais, donc qui vient des Pays-Bas. C'est un mec, il est né aux Pays-Bas, il est mort aux Pays-Bas aussi. C'est un banquier à la base, donc je vous imagine pas le mec déjà. Un banquier, un homme politique et un diplomate en même temps. Donc il savait de quoi il parlait déjà. Et surtout, il savait comment gérer une petite économie. Voilà, parce que comme il était banquier, donc il sait quand même faire des trucs. Donc il a été aussi en fonction en 1905, en 1900, dans les années 60. Il a été élu ministre des Affaires étrangères et ensuite il a eu le poste de conseiller financier auprès du gouvernement jusqu'en 1952. C'est lui aussi qui a permis pour bien sûr le Benelux et le Royaume-Uni, le Pays-Bas, qui a permis en fait d'obtenir les sièges auprès du FMI et du BIRD. Donc le Fonds monétaire international et le BIRD, c'est l'organisation qui permet au Benelux, donc c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d'avoir leur propre communauté. Voilà. C'est lui aussi qui justement a créé le marché commun pour le Benelux, donc je vous l'ai dit, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et c'est lui également qui s'est chargé de mettre le Pays-Bas dans l'OTAN. Voilà, parce qu'il a eu des relations multilatérales avec eux et tout le bazar. Faut savoir qu'avant ça, justement pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de liens avec les nazis. Parce qu'en fait, il a eu justement la direction d'Unilever. Vous savez, la fameuse marque multinationale Unilever, là. Et ben, en fait, il a tenu ça quand il était quand il était PDG, et donc il a eu des liens avec les nazis pour justement avoir du business, comme on dit dans le jargon. Voilà, donc voilà pour ce personnage. On va passer à Winston Churchill. Bon, je ne vais pas vous le préciser, hein, c'est quand même le Premier ministre du Royaume-Uni, hein, d'accord, pour la Seconde Guerre mondiale, inutile de vous le repréciser. Mais c'est pas non plus que ça. C'est aussi un très très haut, comment dire, un très très haut homme politique et aristocrate. Parce qu'il faut le dire, Winston Churchill, à la base, s'appelait Winston Leonard Spencer Churchill. Donc, s'il y en a parmi vous qui connaissent la famille Spencer, ils savent que cette famille-là est vraiment typique des familles aristocratiques du Royaume-Uni. Pour faire une comparaison, les familles Spencer ont, on peut dire, une fortune équivalente à Rothschild. Mais c'est à la façon du Royaume-Uni, bien sûr. Donc il appartient de Winston Churchill à cette famille.
donc c'est un fils d'un politique conservateur qui s'appelle donc son père il s'appelait John Churchill, c'était le premier duc de Marlborough. Euh, donc il a contribué à la Première et à la Seconde Guerre mondiale parce que à la Première Guerre mondiale, il était commandant du 6e bataillon. Donc déjà, on sait déjà qu'il a vécu les guerres mondiales, comment c'était les guerres et tout. Donc, il savait tous ces tralala. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été? Alors, il a commencé à être, avant la Première Guerre mondiale, ministre du Commerce. Il a été aussi secrétaire du premier lord de l'amirauté du mouvement libéral, d'Herbert Henry Asquith, et il a vite été reconnu dans les chambres des lords, donc c'est en fait le Parlement du Royaume-Uni, et il a eu une importance tellement forte que il a eu une grosse place dans les conservateurs, donc le parti conservateur qui est au Royaume-Uni. À savoir que le parti conservateur, il a été 64 ans dans ce parti et il a été dans le parti libéral pendant à peu près 20 ans. Voilà. Petit aparté. Donc, il a fait justement les ministères et tout. Ensuite, il voulait vraiment partir de quelque chose de bon, donc il a été député au début, pendant 63 ans. Ensuite, il a été secrétaire à l'intérieur du Royaume-Uni, et non secrétaire de l'intérieur. Nuance. Ensuite, sous Philip Snowden, il a été chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni. Et c'est à partir justement, alors sous la monarque de George VI et Élisabeth II, qu'il a été Premier ministre. À partir de 51, bien sûr. Donc il a été Premier ministre pendant 3 ans. Voilà. À savoir que quand il a accédé au stade de Premier ministre, c'est Monsieur Neville Chamberlain qui l'a fait succéder à sa place. Parce qu'il a démissionné ce monsieur pour justement faire élire Winston Churchill. Alors, il faut savoir que Winston Churchill n'était pas du tout prêt à être Premier ministre. Et il a quand même eu, on va dire, le courage de y aller et justement de combattre les forces de l'Axe, qui étaient l'Allemagne, le Japon et j'en passe. Voilà. Donc, pour un détaillé, c'est bon. On va passer à Alcide De Gasperi, un Italien, pas très connu, hein, c'est le moins connu de tous. Donc, qui est cet Italien? Alors, c'est un démocrate, en fait, tout simplement. Il n'a pas de métier propre à lui. C'est juste un homme politique, comme un autre. Il a été juste président de l'Assemblée commune de l'Europe et du Conseil des ministres italiens. Voilà. Il a fait un peu de métier, un peu de poste par-ci par-là, mais c'est tout. C'est pas vraiment un grand homme de l'Europe qu'on peut justement blâmer à fond et le revendiquer comme jamais. À savoir que cet homme-là, il est né en Italie, mais dans la période austro-hongroise. Donc, c'était pas non plus la superbe période, mais bon, il a quand même fait son trou, comme on dit. Walter Einstein, ça, c'est du nazi. Alors, Walter Einstein. Ah là là. Alors, qui est-ce? Bah, c'est tout simplement un homme politique allemand qui, pour lui, se revendique démocrate chrétien. Ce qui ne veut tout simplement rien dire, parce qu'en fait, durant la Seconde Guerre mondiale, il a tout simplement déjà été professeur à l'allemand nazi à 29 ans, et puis ensuite, vu que le nazisme se cassait la gueule, il a été prisonnier des troupes américaines en 1944. Et c'est là que
justement, fut les négociations avec les Américains, vu que les nazis, comme vous le savez, devaient être mis en prison et condamnés à vie par leurs crimes et tout. Lui, au contraire, il a été recyclé comme beaucoup, bien sûr, de scientifiques et de politiques nazis. Il a été recyclé par les Américains, il a fait une petite négociation et il a été ensuite agent de la CIA, ce qu'on ne vous dit pas bien sûr. Il a été agent de la CIA et c'est lui qui a donné, entre autres, l'idée aux Américains après de faire justement l'Europe, ou l'Union Européenne, c'est comme vous l'appelez. Donc, par la suite, comme c'est lui qui a été père fondateur de l'Europe, il a été président de la Commission européenne pendant 9 ans, bien sûr. Donc, c'est lui qui a créé ce poste, hein, il faut le savoir, d'accord? C'est lui qui a créé ce poste. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire auprès de lui? Bah, il est mort à 80 ans à Stuttgart et il avait comme religion protestant. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus banal, mais bon, c'est quand même à préciser. Passons à Sicko Mansholt. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge, je fais chier, putain. Alors, Sicko Mansholt, qui c'est? C'est un homme politique néerlandais et qui est membre du Parti travailliste. Donc déjà, on sent déjà l'espoir en lui. Un parti travailliste, on sent quand même l'espoir en lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait durant sa carrière, durant sa carrière, ce gars-là il a été vice-président de la Commission européenne, hein, pendant de longues périodes, à savoir de 1958 à 1972. Donc c'est quand même une longue période intéressante. Il a été ensuite, après d'être vice-président, bah, il a augmenté le statut, donc il a été président de la Commission européenne pendant 9 mois simplement, sous le gouvernement Mansholt. Voilà. Son successeur, bien sûr, a été Ortoli. C'était aussi, dans son pays, bien sûr, c'était un partisan principal de la politique agricole commune. Donc, voilà, il était quand même à fond dans l'agriculture. Il voulait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui soient dans l'agriculture et qu'il y ait beaucoup de travail là-dedans. Et c'était vraiment un militant très engagé là-dedans. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur lui, c'est voilà, c'est pas grand-chose. Ensuite, on a le français Jean Monnet. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas, ou alors si c'est un membre de sa famille, c'est vraiment très loin, mais ce n'est pas un cousin ou un frère, ou etc., de Claude Monet, le célèbre peintre. Voilà. Je tenais à le préciser quand même parce que on connaît tout de suite les ressemblances. Alors, c'est qui Jean Monnet? Jean Monnet, c'est tout simplement un Français qui est né à Cognac. Alors, pas dans le Cognac, hein, bien sûr, à Cognac, la ville. Et il est mort à Aujaret, dans les Yvelines. Alors, c'était un homme d'affaires et un fonctionnaire international. Et c'est surtout ce gars-là qui a été un agent d'influence pour les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est lui aussi qui a planifié la reconstruction de la France. Donc, on sent quand même le gars que il a quand même une influence assez forte et que il a du potentiel auprès de certains pays et surtout de la France. Donc, on sent que il est dans le truc. Après, ce qui va nous déplaire, c'est que il a été promoteur de l'atlantisme et promoteur aussi du libre-échange. Alors, tout de suite, juste avant que, très récemment, on voit le TAFTA, lui, il promet et il promue le libre-échange, donc le TAFTA, d'accord, à tout le monde. Il promet un État fédéral, donc l'Europe d'aujourd'hui, et la disparition des États-nations. Donc, en fait, il va reprendre le modèle des États-Unis et l'adapter à l'Europe.
ce qui a été le cas aujourd'hui. Et on voit tout de suite que c'est un échec très flagrant et que ça n'a aucun sens. Donc il est pour justement l'atlantisme, le libre-échange, l'Europe fédérale, une Europe très florissante, très prospère, etc. Et je vous en dis ni point et des meilleurs. Voilà. Donc, en France, malheureusement, j'ai envie de dire, il a été inhumé au Panthéon de Paris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Panthéon de Paris? Le Panthéon de Paris, il regroupe dans un bâtiment, il regroupe toutes les personnes qui ont influencé ou alors très chaleureusement contribué au développement de la France. Voilà. Donc, Jean Monnet, il a été inhumé dans ce panthéon-là. C'est lui aussi qui a créé le drapeau, à savoir qu'à la base, c'était pas le fond bleu avec toutes les étoiles que vous avez vues. À la base, ça devait être, au début, alors en haut, ça devait être un fond bleu, et en bas, un fond noir, avec toutes les étoiles, bien sûr, des pays qui s'y ajouteraient. Bon, ça, on le connaît. Donc, voilà, on sent que déjà, il y avait un peu d'aspiration en lui, mais pas trop non plus, parce que le noir, ça signifiait le sombre. Voilà. C'était aussi, alors, le père de l'Europe, comme je vous l'ai dit, c'est un commissaire au plan, et ça a été aussi un président de la haute autorité de la SECA, à savoir que la SECA, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, c'est une organisation internationale qui, justement, fait tout pour que le charbon et l'acier aient un bon commerce dans le commun de l'Europe et dans le commun des pays qui ont été en accord avec ceci. À savoir que les pays qui ont été mis dans cette communauté sont l'Allemagne fédérale, parce qu'ils étaient encore divisés à cette époque-là, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et l'Italie. Alors, il faut vous dire que je ne vais pas citer l'Algérie, parce que l'Algérie était sous l'occupation française à cette époque-là. Donc, l'Algérie, c'était la France. Voilà. C'était pour faire un éclaircissement. Donc, ça servait en fait, ce cas, ça servait à être un marché unique, ce qu'on appelle aujourd'hui le libre-échange, pour le charbon et l'acier, entre tous ces États-là. Voilà. Donc, on sentait déjà une inspiration très forte pour ça. Robert Schuman, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, que c'est un Français, bien sûr, qui est né au Luxembourg, mais c'est avant tout aussi un agent de la CIA auprès des Américains et un ancien nazi. Pourquoi c'est un ancien nazi? Parce que tout simplement, sous la 3e et 4e République, alors c'était dans les années 40, je parle, ok. Donc dans les années 40, qu'est-ce qu'il y a eu? La Seconde Guerre mondiale, donc Hitler. Il a été ministre des Affaires étrangères. Donc c'est lui qui se rendait dans les autres pays pour justement faire des affaires et avoir des accords avec d'autres pays. Donc on ne s'en doute pas qu'il a eu justement des accords et des parlements et des discussions aussi avec Hitler. Voilà. Il a été aussi président du Parlement européen, parce que comme père fondateur qui se respecte, on doit être aussi président du Parlement européen, parce que si on l'a créé sur cette Europe à la con, on doit être président, bien sûr. Il a été beaucoup de fois député, 4 fois, donc député sous la 3e, 4e et 5e République, dans différents groupes politiques. Donc on sent que le mec, il voulait avoir sa place, quoi. Il voulait avoir du flouze, comme on dit. Il a été le 5e président de l'Assemblée parlementaire européenne. Il a été pendant 6 jours, c'est quand même fort. Pendant 6 jours, il a été président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères. Donc on sent que le gars, pendant 1 semaine, il a été ministre. Après, au revoir. C'est quand même assez rigolo.
Et après, il a été président du Conseil des ministres français pendant 7 mois. Le gars, en fait, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il a eu pour être ministre, mais en tout cas, il a été président pour tout le Conseil des ministres. Donc, en gros, c'est lui qui décidait qu'est-ce que les ministres y faisaient. Donc, on sait déjà qu'il y avait parmi les pairs des têtes, donc ceux qui voulaient justement diriger ce putain d'État. Donc après par la suite, quand il est mort, il a eu bien sûr le petit timbre pour la France, le petit timbre où il a eu sa tête dessus et que ça a été en 30 francs bien sûr, hein, d'accord. Donc voilà, donc c'est un agent de la CIA qui a justement créé l'Union européenne et qui a donné l'idée aux Américains comme tout d'autres. Paul-Henri Spaak, un petit Néerlandais, un Belge, excuse-moi, un Belge. Alors lui, il est très intéressant par contre. En revanche, il est très intéressant parce que on voit qu'en fait, il a beaucoup de CV, on va dire, dans sa carrière. Je vous explique le truc. Pour faire vite et pour faire un grand résumé, il a été avant tout ministre en 1936, dans le membre du gouvernement du Premier ministre Pierre Lot, et de façon continue. Hein. Après, il a été à Londres ministre des Affaires étrangères durant la période 1940 et 1944, qui est justement dans le gouvernement en exil de Bruxelles. Parce que comme l'Allemagne avait colonisé, entre guillemets, on va dire plutôt occupé la Belgique, donc du coup le gouvernement était un peu exilé. Hein. Il fallait gérer le pays de l'extérieur, un peu. Donc il s'est réfugié vite fait au Congo belge, oui, parce que à cette époque-là, il y avait encore l'Europe qui avait ses colonies, mais ces colonies indépendantes, ils étaient dépendants. Donc il a été au Congo belge pour ensuite diriger de là la Belgique. Et ensuite, à partir de 1944, donc presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été à nouveau ministre à Bruxelles et aux Affaires étrangères. Il n'a pas bougé de ce poste, hein, d'accord? Il n'a pas du tout bougé de ce poste. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été négociateur dans le gouvernement belge de Londres avec les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, qui justement a contribué à la création de l'Union économique du Benelux. Voilà. Donc c'est quand même un gars qui, on voit, a été important dans le système et a une influence assez forte. Donc, on va passer les fonctions ministérielles, d'accord, hein. Il a été aussi plusieurs fois élu et réélu membre de la Chambre des représentants, hein, et qu'il a justement, dans la même fonction, exercé comme bourgmestre. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères aux fonctions internationales au nom de la Belgique, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il a été ministre des Affaires étrangères, mais seulement pour le Benelux et à Londres. Voilà. Là, il était ministre des Affaires étrangères aussi, mais pour des fonctions internationales, donc c'était pour la planète, et il parlait au nom de la Belgique. Donc il avait déjà un plus grand intérêt. Il a été ensuite président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc le gars, on voit qu'il était quand même dans le truc des Illuminati. Ensuite, il a été président du mouvement européen de 50 à 55. Et il est ensuite président de l'Assemblée parlementaire de la SOCA, comme je vous l'ai dit, c'est la communauté du charbon et de l'acier, là, de l'Europe, de 52 à 54. Et ensuite, il a été négociateur et signataire pour la Belgique du traité de Rome, qui fonde le marché commun, donc en gros le libre-échange, entre guillemets, si on puisse dire, européen pour l'Union européenne. Et enfin, pour tout et pour finir, il a été le deuxième
secrétaire général de l'OTAN. Donc c'est quand même, si on résume le tout, hein, alors pour vous donner les dates, il a été secrétaire général de l'OTAN pendant 3 ans, des années 57 jusqu'aux années 61. Donc on voit que le gars, il a quand même été très influent dans l'Union européenne et qu'il a vraiment contribué à fond pour avoir, on va dire, le taffetas, entre guillemets, ancien et vieillot pour l'Union européenne. Il a signé plusieurs traités et il a été ministre dans plein de choses pour monter à bien ce projet. Voilà. Donc on sent que c'est quand même un homme qui a un peu plusieurs tâches. Voilà. Donc, pour je ne t'ai pas, c'est tout. Donc, j'en ai fini avec tous les pères fondateurs. Est-ce que vous avez, Gérard et Antoine, des petites commentaires à faire ou... Voilà. Tu devrais faire. Vas-y, Gérard. Non, bah, vas-y, moi, je n'ai pas de commentaires spéciaux, j'écoute parce que comme l'histoire ne Tu, m'intéresse pas, j'apprends un peu. Voilà, vas-y. mais tu me fais trop rire, Nicole. Je faisais que rigoler parce que tu devrais faire prof d'histoire. C'est énorme. Et, ouais, alors je vais être honnête, les détails comme ça, c'est très minutieux comme travail. Et d'ailleurs, je te remercie pour ce travail. C'est pas le travail que je fais de mon côté, mais du coup, c'est super intéressant de t'écouter parce que je vois qu'il s'est passé plein de choses auxquelles je suis passé à côté. Bon, c'est pas grave hein, parce qu'on peut pas tout explorer en une vie, mais ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, ce que je peux t'apporter dans ce que tu as dit, ce que j'ai compris en fait, c'est que du coup, il y a eu plein de personnes un peu qui ont été un peu sélectionnées dans la par exemple. Un certain père fondateur, Robert Schuman par exemple, et ces personnes-là, elles ont fait une ascension sociale, financièrement et en notoriété telle que du coup, elles ont acquis une position qui leur a permis, tu vois, de s'autoproclamer père fondateur par exemple, de l'Europe. Mais il y a les actions qui vont avec, tu vois, les faits. Mais ce que je vois, c'est que ce système, dans l'histoire, au cours de l'histoire, et surtout l'histoire récente, il est complètement artificiel et que en fait, à l'école, on nous apprend le décor de cette pièce de théâtre. On nous dit, lui, il a été roi, lui, il a fait telle chose. Mais ça, c'est comme si nous, on était derrière le vitre et qu'on regardait tout ce qu'ils faisaient entre eux sur la scène et qui montrait uniquement la scène avec la lumière qui éclaire les acteurs. C'est comme ça que je le vois. Mais pour moi, vraiment, un truc qui cloche par rapport à ce qu'on nous dit en cours, où on nous dit que lui a fait telle chose par le mérite. Voilà, on parle d'égalité des chances et tout, mais c'est n'importe quoi. Ça. On dit que lui a eu le mérite d'être banquier, d'avoir fait telle chose, d'avoir tel pouvoir, parce que non, les chances n'existent pas dans ce système. Il faut savoir voilà, que il y a des familles, par exemple les Illuminati, mais il n'y a pas que eux, qui, par le lien, on va dire, du sang, se transmettent les privilèges comme avec la noblesse. C'est pareil et ça continue encore. C'est leur tradition. Mais voilà, enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais c'est sorti tout seul. Oui, oui, bah, ça, je t'avouerai que ça a bugué parfois, mais dans l'ensemble, Ah oui, pardon. on a compris quand même. Je sais pas pour toi, t'as compris, Gérard? Oui, 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 excuse-moi, je coupe mon micro tous les jours quand j'ai rien à dire. Oui, 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 j'ai compris, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Tout à fait d'accord avec Antoine. Ok. J'ai une anecdote par rapport à aujourd'hui. Donc, vu que je suis en terminale et que aujourd'hui j'ai eu une journée de cours, pour ceux qui nous écoutent, ça va un peu le faire. J'ai eu un cours de philosophie ce matin et donc mon prof disait, oui, vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il voulait. Je l'ai dit à Eleni il y a 2 secondes, mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Vous êtes libre de dégager, de ne plus être dans le système scolaire. Et là, j'ai levé le doigt, je lui ai dit, oui, monsieur,
c'est super vicieux ce que vous dites parce que en gros, il faut savoir que si les gens ils se battent, c'est parce qu'ils en ont vraiment envie, c'est parce qu'ils ont une contrainte et que si jamais ils quittent tout ce circuit-là, bah, ils vont être dans la merde parce que on leur propose pas une alternative directement, tu vois. Et là, il a dit. Oh, bah, tu sais, c'est vrai, mais on a toujours le choix, il y a les BTS, il y a plein de voies possibles. Je suis d'accord, mais bon, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un exemple. C'est pour montrer que toutes les disciplines actuellement dans les lycées publics sont artificielles, sont complètement formatées. La philosophie, le cours de philosophie, c'est quoi? C'est on t'imbrique un mode de pensée préconstruit, préétabli par une personne, qu'on va t'implanter par ton consentement, et que on va te faire croire que c'est comme ça qu'il faut penser. Donc on va te proposer un modèle de pensée qui n'est pas du tout comment dire, authentique. C'est propre à la personne, mais ça ne t'appartient pas. Et la philosophie, c'est n'importe quoi au lycée parce que on n'apprend pas aux gens à utiliser leur propre philosophie, leur propre modèle de pensée. On apprend aux gens à obéir à une autorité. Enfin bref, j'apprends rien, c'est juste de le dire. Oui, tu restes dans les rails où tu dégages, quoi. C'est ça. C'est comme les militaires, t'obéis, et puis si t'obéis, bah, t'auras le cadeau à la fin. Ouais, mais quand tu vois la plupart des profs qui sont, d'ailleurs le prof de philo, je vais pas le citer, ça sert à rien, mais il est en mauvais état. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça qui sont en mauvais état, mais c'est incroyable. Ils ont beau trimer, souffrir, ils vont quand même défendre le système comme étant les gardiens du système. Et ça, c'est un truc incroyable. Wow. C'est, tu vois des gars qui sont complètement en pression et tout, mais qui vont quand même par l'égrégore en fait du système dans lequel ils sont sous l'emprise directement, vont t'attaquer quand tu vas leur mettre en cause. Et donc du coup ils disent, on est en démocratie, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Ça c'est vrai qu'il y a des pays où c'est différent, mais ce qui ne passe pas en fait, c'est que quand tu remets le système en cause à la racine, que donc tu dis là on n'est pas en démocratie, on n'est pas du tout en démocratie, on est dans une sorte de système artificiel où on maintient les gens dans un esclavage à l'air libre et que eux-mêmes acceptent leurs propres conditions d'esclavage. Ça, on le dit pas, mais quand toi tu le dis, on te traite d'extrémiste. Je cite des vrais trucs, hein, des profs, des gens autour de moi qui me le disaient. Tu es un extrémiste, tu es dans une secte, t'es marginal, toutes sortes d'étiquettes inconscientes où en fait on apprend les gens à attaquer les gens qui veulent remettre en cause les fondations. Donc la démocratie, il faut dire au revoir à tout ça. C'est juste pour que ce soit clair, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans la société occidentale jusqu'à maintenant. Et quand on dit qu'en démocratie même, il ne faut pas les écouter, dans le sens où il faut vraiment garder son propre modèle de pensée. Et je donne un conseil avant de vous laisser continuer, que Gérard m'a donné, que je fais maintenant tout le temps en cours, c'est que si vous voulez vous protéger quand vous êtes face à quelqu'un qui veut avoir de l'autorité sur vous, vous croisez les pieds et vous positionnez vos mains comme ça ou comme ça, et ça va créer en fait une protection psychologique et énergétique autour de vous. Et ça marche du tonnerre. J'ai toujours des bonnes techniques à enseigner aux gens. Effectivement, si je t'ai donné ces techniques, c'est que ça marche. Je l'ai testé personnellement. Mais il faut savoir que les profs ont été formatés, ils ont été formatés par leurs propres profs, lesquels ont été formatés par leurs précédents profs. Et ça continue. Et ils sont quand même obligés de suivre le mouvement qui leur est imposé, sinon ils sont virés, les pauvres. Donc voilà, c'est un peu partout, malheureusement, comme ça. Espérons et souhaitons surtout que ça change, et rapidement. C'est en train de Et changer. Des profs qui c'est le savent aussi. c'est en train de changer. En revanche, il y a trop, selon moi, hein, et je le dis avec confiance, il y a beaucoup trop en fait de personnes qui sont bloquées, surtout dans la sphère éducative, vis-à-vis de certains modèles de pensée qu'on leur a en fait appris depuis qu'ils sont petits et qui se sont cristallisés en fait en eux. Et du coup, c'est très 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 difficile à remettre en question parce que du coup, ils doivent tout.
lâcher, ils doivent tout laisser tomber quelque part et vraiment se remettre en question, se creuser à l'intérieur. Et ça, c'est atroce pour eux parce que c'est comme si t'étais très grand et que tout d'un coup, comme un ballon rempli d'air, tu le perces, quoi. Et il reste plus rien à la fin. Et c'est exactement ce qui se passe et que ça bloque. Il y a cette espèce de chasse-neige qui arrive pas à pousser la neige un peu plus parce que c'est vraiment, je comprends, je compatis parce que c'est très difficile. Et que, en fait, il faut savoir que la plupart des fonctionnaires qui travaillent pour l'État, c'est des esclaves, mais pas que, mais surtout les fonctionnaires autour de moi que j'ai vus, c'est vraiment des esclaves, les cadres supérieurs qui sont fonctionnaires, enfin pardon, je vais pas tout mélanger, les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, comme dans le domaine de l'éducation, surtout dans les lycées et les collèges, c'est vraiment de l'esclavage parce que c'est pas eux, ça vient pas d'eux, 80%. Oui, mais en fait, ce qui bloque, je le disais dans l'émission d'hier, ce qui bloque les gens, c'est la peur. Ça, c'est un premier point, la peur. Et puis l'ignorance et le fait qu'ils se disent eux-mêmes, j'y arriverai pas à faire quelque chose. Et c'est ça, elles sont les trois causes qui empêchent l'évolution normale des gens, à quelque niveau que ce soit. Et la principale, c'est la peur. La peur d'être critiqué, de regarder de travers par les autres, la peur de perdre son emploi, etc., etc. Voilà. Ce sont les trois sources des blocages qui bloquent la plupart des gens de cette planète. Exactement, c'est ça. Et c'est souvent ça qui fait, entre guillemets, chier les gens et qui ça leur fait passer une mauvaise après-midi ou j'en passe et des meilleurs. Euh, pour poursuivre, justement, parce que là on a fini les pères fondateurs, pour suivre le sujet, je vais vous expliquer quels sont les buts d'avoir fondé justement l'Europe. Pourquoi on a fait ça en fait? Pourquoi on n'a pas tout simplement gardé les pays tels qu'ils étaient et justement avoir des accords entre pays comme le fait les États-Unis, les Canada ou l'Amérique latine avec le Brésil, la Colombie, le Pérou, etc., etc. Pourquoi on a tout simplement fédéré quelque chose qui, pour la population, n'était pas compatible et justement allait à l'encontre de leur sujet et de leur pensée. Donc, je vais vous raconter tout ça. Pour que vous soyez justement au courant de tout ça, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hein, ça va vous faire un peu du bien. Et comme moi, vous allez justement lire ce que l'Europe avait comme objectif. Comme ça, rien n'est caché. Alors, on commence. Alors, il faut savoir tout de suite que c'est tiré de l'UPR. L'UPR est l'Union Populaire Républicaine. Voilà. C'est pour la source. C'est pas pour faire de la promo. Donc, c'est marqué quoi? C'est marqué l'Europe c'est la paix, c'est la réconciliation franco-allemande, l'Europe est une invention française, c'est la démocratie, c'est la prospérité, et l'Europe est une ouverture sur le monde. Ou encore, l'Europe permet de faire contrepoids aux États-Unis, etc., etc. Qu'on vous le dise à l'école, à la télé, à la radio ou dans tous les journaux, ces slogans, ils sont tellement répétés depuis la naissance, notre naissance du moins, qu'ils nous ont fini par être évidents, irréfutables, nobles, jusqu'au inoffensifs et réconfortants. Pourtant, ils reposent sur une représentation et une présentation truquée de l'histoire qui n'a qu'un très lointain rapport avec la réalité. Ça, c'est très vu. La prétendue construction européenne, donc ça c'est l'objectif du coup, a des origines bien plus anciennes que le traité de Rome en 57 et elle poursuit des objectifs qui restent cachés au grand public. Voilà. Le vrai projet des États-Unis d'Europe, c'est vraiment un mot, on va dire, associé, mais voilà, on sent déjà que le truc il est là, quoi. Le vrai projet des États-Unis d'Europe, de notre très cher écrivain, philosophe et homme politique Victor Hugo en 1849,
ou bien le projet hitlérien, donc qui vient de Adolf Hitler, de Nouvelle Europe, et sa reprise par les États-Unis après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, sont notamment des sujets tabous. On ne doit pas en parler. Pourtant, il est essentiel de les connaître si l'on veut bien comprendre ce qui se passe actuellement. Exemple, le projet de traité transatlantique, le fameux TAFTA, ou le CETA, ou le TIP. Ça dépend comment vous l'appelez. La mainmise des grands groupes industriels, donc les multinationales, et des financiers sur la vie politique, économique et sociale du continent européen, notamment les événements en Ukraine, l'hostilité de plus en plus manifestée de l'UE contre la Russie, le monde musulman et la soumission de Berlin à Washington. Comme le dit un proverbe chinois, les choses les plus pénibles à apprendre sont aussi celles qu'on a le plus intérêt à savoir. Ça, c'est essentiel. Et ça à retenir. Si vous voulez prendre une note, hein, allez-y. Notez cette phrase, les choses les plus pénibles à apprendre, etc., etc. C'est exactement, en fait, le but d'une conférence qui a été justement dit par la suite, qui a été présentée de façon attractive avec un petit support vidéo qui est juste ici, que je vous, bien sûr, je vous ferai lire. Elle vous donnera toutes les informations vérifiables, elles sont très vérifiables, qui vous stupéfieront, bien sûr, désagréablement, mais qui vous permettront de comprendre pourquoi l'Union européenne ne correspond pas du tout avec les contes de fées qu'on vous a dit. Et la conférence est bien sûr dit et animée par François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine, qui a été enregistrée le 24 avril 2014. Donc, c'est parti. Ça dure combien de temps? Non. Je vais pas vous le lire, ça dure 4 heures en fait. Donc, ça m'étonnerait que pour 4 heures, on va pas le faire pour 4 heures. Hein. Ça va pas aller. C'est pas possible. Cependant, pour suivre, j'ai repris dans Wikipédia, mais même si certains disent Wikipédia c'est de la merde, c'est pas souvent vérifié, naninana, on reste toujours méfiant, mais on a toujours la source qui est là. Alors, je vais continuer le partage d'écran. Pourquoi je l'ai désactivé comme un con, je ne sais pas. Alors, l'Union européenne est une association politico-économique de 28 États européens, que je vous ferai montrer plus tard. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend je sais combien de traités, qui a 508 millions d'habitants. D'accord? Donc, en gros, on peut dire que c'est la première puissance économique mondiale. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est régée par je ne sais pas combien de traités. En gros, elle est érigée par ces traités-là. Donc ça, c'est le site. Il faut savoir que c'est le site de l'Europe. Hein, d'accord? C'est marqué Union européenne. Là, je suis sur le site de l'Europe. Hein. Là, c'est pas de les conneries. Hein, d'accord? Donc, il y a le traité de Lisbonne, le traité de Nice, d'Amsterdam, le traité de Maastricht, hein, le très connu, l'acte unique européen, le traité de Bruxelles, donc le traité de fusion en fait, le traité de Rome sur le CEE et l'Euratom, et enfin le CECA, comme je vous l'ai dit, pour le charbon et l'acier. Voilà. Donc après, vous avez plein d'autres trucs. Et justement, je voulais vous mettre la puce à l'oreille là-dessus, sur un texte et un article que je... Attendez, il faut que je retrouve la page. Je crois que c'est article 6. Où en fait, il est dit dans l'article que c'est pas noté d'ailleurs. C'est un article 50 où en fait c'est dit et c'est redit par tout le monde que qu'un des pays par référendum peut sortir de l'Union européenne. Voilà, donc je ne sais pas c'est marqué où là-dedans. C'est peut-être marqué là. Attendez. Marqué article 49 et tout le bazar.
Il y a tellement d'articles qu'on sait même plus où sont tel article et tel article. Comme quoi, c'est de la grosse merde. Attendez, article 50, on va bien l'avoir. Ou pas. Parce que ça part de l'article 17 à l'article 61. Il faut quand même être fort. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le... Alors, on va dire après, ça va être marrant, avec les drapeaux. Donc, ça a été, comme vous l'avez pu deviner, ça a été construit après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide aussi. Juste avant la guerre d'Algérie. Ça a été au début avec le SOCA, après ça a été avec le traité de Maastricht qu'on appelle le TU, parce que ça tue, et le traité de Rome, le t'es fou, voilà, parce que il faut pas dire que t'es pas fou, hein, il faut dire que t'es fou, comme la télévision. Ça c'est pour la petite rigolade. Donc c'est quand même des traités à la con qui sont à la fois rigolos et qui sont à la fois aussi ironiques. Donc c'est construit sur une constitution. On ne sait pas si c'est républicain, si c'est fédéral, si on ne sait pas vraiment parce que comme c'est une association, on ne sait pas sur quoi ça repose, sur quel régime. Mais je parlerai pour ma part d'une fédération parce que ça regroupe plusieurs pays et ça élimine les frontières. Donc pour ma part, je dirais une fédération. Après, je vous laisse libre d'en juger. Donc, on va voir tout de suite que sont les véritables membres et justement fonctions de cette union. Et on va voir aussi les pays adhérents à l'union et les futurs pays qui veulent adhérer. Donc, premièrement, nous avons dans l'institution européenne la Commission européenne, dirigée par le fameux Jean-Claude Juncker. Vous savez, le luxembourgeois là, qui a dit qu'il avait contacté les extraterrestres. Bon, c'est lui, voilà. Ensuite, vous avez au Conseil européen Donald Tusk. Alors c'est le gars, en fait, je vais vous montrer sa tronche. C'est le gars, vous avez l'impression que c'est un bon, mais en fait, c'est un vrai connard. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce gars-là, pour tout vous dire, il a été plusieurs fois haut fonctionnaire de la Pologne, mais quand c'était justement en 2007 et 2014, dans cette période-là, si vous regardez bien la Pologne dans cette période-là, elle n'était pas terrible. Et si vous la regardez aujourd'hui sans Donald Tusk, vous verrez qu'il y a un réel changement. C'est pourquoi je vous dis que c'est un réel connard. Ensuite, vous avez qui? Au Conseil, parce qu'il faut bien quelqu'un pour le Conseil. Au Conseil, eh ben, c'est pas une personne qui le dirige, ou une dame, ou quelqu'un. C'est un pays. Il s'appelle la Slovaquie. Donc c'est la Slovaquie qui a pris la décision de dire « Je préside le Conseil » et à chaque président, c'est lui qui aura le président de Conseil européen. Mais comme tout, justement, fonction qui se respecte, il faut avoir justement un secrétaire général, comme à l'ONU, comme à l'OTAN, etc. Et donc, ce secrétaire général, c'est J.P. Tronnen Mikkelsen. Donc ce gars-là, c'est le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et c'est un Danois. Donc diplomate de profession, on sent déjà le gars, il est bien. On voit qu'il a de la discussion dans le truc. Et, pour terminer, on a le Parlement européen. Alors, c'est Martin Schulz, le fameux socialiste allemand, et son secrétariat, il est situé au Luxembourg. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les institutions européennes, qui est présidée par une petite minorité, on va dire, comme une sorte de bande de copains, tu vois, les bandes de copains, ils sont là, coucou, salut les amis, et hop,
on est là pour présider l'Union européenne et on fait ça à notre sauce, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, l'Union européenne regroupe 28 États qui sont membres de l'Union pour 24 langues officielles et il y a 5 États qui sont candidats à devenir membres de l'Union européenne. Je vais vous les citer juste ici après. Donc, la monnaie, l'euro, c'est le premier classement au PIB mondial. Et l'hymne national, c'est Ode à la joie de Beethoven. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est super, c'est drôle et tout le monde s'amuse. Pour faire. C'est cool. Vous l'avez vu, c'est assez marrant, hein, d'accord? Donc ça, c'était un petit moment de détente. Donc, comme je vous l'ai dit au début, l'Europe, ce n'était pas le drapeau européen comme on l'a. Et en plus, ce n'était pas du tout les pays qu'on a aujourd'hui. À savoir que l'Europe, comme je vous l'ai dit, c'était le dessus, le fond bleu, le dessous, le fond noir et les 6 étoiles pour représenter les 6 États membres. Voilà, les 6 pays fondateurs, qui sont l'Allemagne fédérale, donc l'Allemagne sous à l'Amérique, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, qui est justement avec la colonie algérienne, et l'Italie. Voilà. Donc ça, c'est les pays fondateurs, et au début, c'était ce drapeau-là. Donc ça n'a rien à voir avec le drapeau d'aujourd'hui. Et justement, après la communauté économique s'est élargie, on a eu plusieurs pays qui sont mis dans le lot, comme vous pouvez le voir. Donc le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, 2 pays scandinaves, la Suède et la Finlande, les 3 pays baltes, un peu de pays, des pays du Moyen Europe, comme la Tchécoslovaquie, l'ancienne Yougoslavie, l'Autriche, la Roumanie, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Les billets sont les suivants. Donc maintenant, vous avez plus de billets de 500 euros. Vous avez bien sûr eu la nouvelle que les billets de 500 euros étaient disparus. Ils n'étaient plus mis en circulation parce que, comme vous l'avez deviné, il faut faire disparaître la liquidité pour faire place aux cartes bancaires. Donc, ça c'est tous les traités, toutes les communautés suivant les dates. Donc, vous avez le traité de Bruxelles, le SECA, l'accord de Paris, que justement François Hollande, ça c'est une petite astuce pour vous, que François Hollande veut à tout prix interrompre. Vous avez le TIS, parce qu'il faut tisser la toile, donc le traité Euratom, le traité de fusion. Vous avez l'acte unique européen, le traité de Maastricht, donc le TU, hein, parce que ça tue l'Europe, hein. Le traité d'Amsterdam, qui est le TU aussi, le traité de Nice, qui continue dans le TU, et ensuite le traité de Lisbonne pour former l'Union européenne au complet. Voilà. Donc, si on regarde l'Union européenne aujourd'hui, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est quand même assez drôle. À remarquer tout de même que les pays qui sont en couleur un peu plus claire que les autres pays à couleur sont des États qui sont candidats et qui ont été reconnus candidats pour être dans l'Union européenne. À savoir que pour ces 3-là, ils sont toujours candidats. Pour la Turquie, ça a abandonné, ce sera qu'en 2128 qu'il sera candidat. C'était un point détaillé. Donc, il y a quand même pas mal de pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, notre ami y est d'ailleurs, la Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Finlande, la Grèce, qui d'ailleurs a fait faillite et y est pliée sous la genou des financiers, l'Hongrie, l'Irlande, et l'Irlande c'est aussi un paradis fiscal de l'Europe, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie aussi c'est un paradis fiscal, j'y avais une banque là-bas, le Luxembourg, Malte, très beau pays et très belle île dans la Méditerranée, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, République tchèque, Roumanie,
main-d'œuvre pas chère, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a Dacia. Le Royaume-Uni, un des pays les plus riches et les plus nobles euh, de l'Europe, qui est maintenant hors de l'Europe parce que, comme vous l'avez pu constater, il a eu un Brexit, donc du coup, il n'est plus dans l'Union européenne. La Slovaquie, donc ça, c'est à corriger par contre. La Slovaquie, la Slovénie et enfin la Suède. Voilà, donc vous avez les noms locaux avec tout ça, etc., etc. C'est beau, c'est drôle. À savoir que, comme vous le voyez, dans certains pays, il n'y a pas la monnaie euro qui s'est établie. Par exemple, en Hongrie, il y a toujours le forain. C'est pas la fête foraine, hein, d'accord? C'est pas le gars qui fait le forain. Pareil pour la République tchèque, qui a sa couronne, et la Roumanie, qui a le leu. Voilà. Donc il y a quand même certains pays qui ont gardé leur monnaie, malgré qu'ils sont dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, je les respecte pour ça. Donc, vous voyez que l'Union européenne ne s'étend pas juste à un petit continent, mais à toute la Terre avec toutes ses îles, les Açores, les Canaries. Nous avons la plus grande partie des îles, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'île de Clipperton, Guyane, Mayotte, Réunion, etc. Et je vous en parle des meilleurs. Donc c'est quand même assez intéressant tout ça. C'est quoi ça? Ah oui, ça a été les dépôts de candidature dont certains pays s'étaient refusés, comme l'Islande, qui n'a jamais été abouti parce que, bien sûr, ils ont dit au revoir. La Norvège aussi. Ils ont eu assez du nazisme, hein, quand même, il faut l'avouer. Hein. Ils étaient dans le nazisme avant, donc ils n'ont pas voulu refaire la même connerie. La Suisse, parce que c'est l'état financier, en fait, voilà, et que maintenant, ils n'ont pas envie d'aller dans l'Union européenne. La Bosnie-Herzégovine, ils s'en branlent de l'Union européenne, ils sont bien dans leur pays. Le Kosovo, en fait, c'est un nouveau État tout neuf et qui vient de naître, donc ils n'ont pas envie d'aller dans un État à la con. Hein. Et la Moldavie, qui n'est pas la Mordovie, hein, où Gérard Depardieu y est, et qui est un État pas loin de l'Albanie, et qui n'a pas été engagé dans cette procédure pour candidats potentiels aux membres de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et l'Albanie qui sont candidats. La Turquie a justement été rejetée malgré sa candidature. Voilà. Donc c'est quand même assez drôle. Antoine, Gérard, des petits commentaires là-dessus? Pas spécialement. Je m'intéressais tout à l'heure au drapeau avec les 12 étoiles. Je me dis, tiens, ça ressemble étrangement aux 12 énergies planétaires. Il y a 2 planètes qui n'ont pas été découvertes officiellement, malgré qu'elles soient connues. Et puis, donc, aux 12 signes du zodiaque, tiens, j'ai fait une petite coïncidence. Ça ne correspond pas au nombre de pays qui adhèrent à l'Union européenne. Juste une petite remarque, comme ça, à réfléchir. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Alors juste avant de répondre à ta question, j'avais une question dans les commentaires qui n'avaient pas vu comment on faisait pour se protéger, alors je vais le refaire. En gros, il faut croiser les pieds, juste les pieds, donc là c'est les pieds, il faut qu'ils soient comme ça en gros, l'un sur l'autre. Et au niveau des bras, tu mets tes bras comme si tu étais un présentateur de la télé qui fait dans un débat, tu sais, qui met ses mains comme ça ou comme ça. Et en fait, quand tu as les pieds simultanément et tes bras qui sont fermés, on va dire, ça va littéralement créer une protection et empêcher, comme me l'a dit Gérard et me l'a confirmé, l'hypnose d'un enseignement artificiel d'un professeur, par exemple. Et d'ailleurs, je voulais repréciser pour tout à l'heure, le problème n'est pas les professeurs, au contraire, c'est les premiers à souffrir. Et le problème, c'est surtout, entre autres, et il ne faut pas dire que c'est uniquement ça le problème, mais c'est par rapport aux professeurs, c'est surtout l'académie et ceux qui disent on va apprendre
telle chose aux élèves, on va faire parce que c'est pas les professeurs qui font le programme en fait. Les professeurs, c'est ceux qui appliquent, c'est un peu les grilles, euh, des dragons. Quoi. Et donc ils n'ont pas une mauvaise volonté, ils n'ont pas de mauvaise volonté les professeurs, la plupart. Donc ils ont un cœur justement très grand vu qu'ils expérimentent le service d'autrui littéralement. Malheureusement, jusqu'à maintenant, mais ça va changer, c'est déjà en train de changer. Euh, Jusqu'à maintenant, les méthodes d'enseignement étaient uniquement destinées aux personnes à leur apprendre à être aptes au système de production, de matérialisme. Tu produis, tu fais du profit. Et en fait, on apprend aux gens à aller dans cette direction. Toujours, hein, c'est toujours le cas, je le confirme, je suis en terminale, c'est toujours au programme de mon côté, dans un lycée public, mais les professeurs posent de plus en plus de questions parce que ce sont les premiers, ils sont les premiers à être concernés puisque ils ont la responsabilité de transmettre des choses à beaucoup de personnes. En fait, ils ont un potentiel d'influence énorme sur les gens et il faut qu'ils comprennent qu'ils ont ce potentiel énorme et il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent et que le jour où ils vont apprendre que tout ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, tout ce qu'on leur a dit de dire, c'était à 80% de la merde, bah, ça va créer des bouleversements à l'intérieur d'eux positifs, mais qui sur le moment vont être difficiles à vivre. J'en connais des professeurs qui se sont remis en question et à la fin, ça donne un résultat magnifique parce que le vrai métier de professeur est un métier passionnant euh, et les vrais professeurs, il y en a beaucoup, de plus en plus, notamment en université surtout. Mais ces gens-là, je leur donne tout mon amour parce qu'ils font un travail courageux et exceptionnel. Et voilà, je voulais quand même le préciser parce que voilà, il faut pas non plus dire ouais, c'est tout le temps comme ça. Non, c'est pas du tout le cas. Hein. Je survis très bien en terminale économique et sociale avec toutes ces clés. Donc voilà. Bien, bien dit. Ok, nickel. Bah écoutez, vu je vois qu'on n'a pas énormément de questions. On a Valérie qui nous dit, Valérie Bien-être, hein. Elle nous dit, le système apprend aux gens à ne pas devenir eux-mêmes mais obéir à des croyances illusoires. Très bien. Tout à Tout fait à fait vrai. exact. Ouais, tout à fait vrai, c'est pas faux. Euh, Puis voilà, bah, y a pas énormément de questions aujourd'hui, ce qui est bien. Parce que ça prouve que le sujet était clair, a été très efficace, on va dire, entre guillemets, et que ça a été compris par tout le monde. En tout cas, moi, là, j'ai fini le thème. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Personnellement, non, non, du tout. Vous connaissez tous les deux mon opinion sur l'histoire. Hein, on sait que l'Europe, c'est la merde. Hein, on sait ce que fait l'OTAN à ce niveau-là. On n'en a pas trop parlé, mais tout ça va se casser la figure dans peu de temps. Par contre, il serait bien peut-être de prévenir les gens qui s'attendent quand même à ce que dans les semaines, mois à venir, même je parlerai plutôt de semaines, il va y avoir des risques d'attentats bien plus graves par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Tout est en préparation, bien sûr, tenu secret. Et donc, ceux qui vont passer aux actes n'attendent que les gouvernements appuient sur le bouton pour déclencher les télécommandés, les zombies, entre guillemets. Et donc tout ça dans le souci de provoquer des troubles. À l'heure actuelle, il y a déjà des grèves, etc., qui se mettent en mouvement. Et le gouvernement, notamment français, a déjà prévu au niveau des forces, que ce soit de police, de l'armée, etc., voire de forces étrangères qui sont depuis quelque temps sur le territoire français, prêts à réagir, je vais dire violemment, s'il y a des émeutes, etc.
mais il faut s'attendre, donc ça c'est juste pour vous prévenir à ce qu'il y ait pas mal d'attentats beaucoup plus graves que par exemple celui de Nice, du Bataclan ou des choses comme ça. Ce seront les civils qui seront visés en priorité. C'est dans leur programme, c'est prévu. Donc ça c'était juste pour vous prévenir, nos amis ou amis, voilà. Donc soyez sur vos gardes, évitez les trop gros attroupements parce que c'est là où ça va tirailler un maximum. Et les armes sont déjà dans les grandes villes, dans les quartiers, même de plus petites villes, sont déjà à disposition des prétendus, je dis bien prétendus terroristes. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est pour vous que j'ai dit ça. Oui, oui. Bah, moi, personnellement, je voudrais, moi, je le dis à tout le monde, hein, je m'en tape les cacahuètes de le dire. C'est que, bon, là, déjà, moi, je suis au Canada, je suis peinard, hein, d'accord? Euh, Là, j'ai à côté, dans une autre pièce, pas loin, là, j'ai une épée. Mais sinon, quand je suis chez moi, bah, j'ai 4 armes blanches, hein, j'ai je sais pas combien de couteaux, donc je m'en tape les cacahuètes, hein. Et d'ailleurs, Nico, tu me fais rire, mais en fait, ouais, il faut juste que les gens comprennent que là, c'est même plus une question de savoir si on va essayer de changer quelque chose dans le gouvernement. Non, non. Il faut qu'en fait que ce soit clair et il ne faut pas rentrer dans la peur ni dans la violence, la haine, quoi que ce soit, peu importe la forme de lutte physique et morale, mais il faut comprendre que les gouvernements ne vont pas toquer à notre porte en disant oui, désolé, on va changer et on va vous proposer quelque chose de beaucoup plus basé sur la confiance. Non, je les vois mal changer de direction, surtout dans les directions qu'ils sont en train de prendre. C'est pour ça que là, on est vraiment à l'heure où il faut faire un choix personnel, que chacun fasse son propre choix, qui est soit je continue à alimenter et à nourrir énergétiquement ce système qui vampirise les gens, ou alors je commence à reprendre mon propre pouvoir et je commence à construire dans ma vie les choses qui me sont destinées et qui sont bien pour les gens autour de moi. Et quand on prend cette direction, on s'éloigne de toute cette colère, cette haine et cette violence et cette peur que le système veut déclencher chez les masses pour pouvoir renforcer l'esclavage de la majeure partie des gens. Et les attentats, à quoi ça sert? C'est des sortes de rituels énergétiques qui ouvrent des sortes de portails, si on veut aller plus loin, où certaines énergies négatives, influences négatives peuvent utiliser pour justement plus facilement s'accaparer les champs énergétiques des gens. Donc, c'est des sortes de portails sous forme de rituels, entre autres, parce que c'est pas uniquement la seule raison, mais il faut, quand on le voit comme ça, on n'a plus du tout la même approche et on a compris qu'il ne faut pas nourrir en fait ces attentats. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'envoyer de l'amour aux familles des victimes. C'est et d'envoyer de l'amour aux personnes qui sont décédées pour les guider lorsqu'elles se retrouvent dans l'astral. Mais il faut vraiment pas nourrir la mort, l'énergie mort, voilà, qui veulent qu'on nourrisse, parce que cette énergie est très néfaste. D'ailleurs, dans la religion, je dis ça parallèlement, le fait que Jésus soit mort sur une croix, c'est pas pour rien, ça porte une énergie. Tous les symboles portent une énergie bien précise. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on émet de nous-mêmes. Donc par rapport à tout ça, je rejoins Gérard, Nico, tout ce que vous avez dit. L'Europe, désolé, mais à 80% c'est de la merde. Il y a des gens infiltrés dans l'Europe mais qui n'ont rien à voir avec. Dans les postes politiques, ils sont rares mais il y en a, et qui font un travail exceptionnel de démantèlement de la matrice au cœur des choses. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Il n'y a pas que des pourris dans la politique, même si tout porte à croire que c'est le cas. Il n'y a pas des pourris partout, mais principalement, à la base, les personnes qui ont créé l'Europe n'avaient pas une bonne intention, donc à 80% du temps, c'est de la merde. Mais c'est juste ça, dire ça, c'est vraiment pour comprendre qu'il faut arrêter de nourrir ces choses. Oui, je pourrais ajouter sur ce que tu viens de dire que le terrorisme porte bien son nom, c'est pour terroriser les gens, les maintenir dans la peur que j'évoquais tout à l'heure, afin de les maintenir paralysés pour pas qu'ils éveillent leur conscience.
Hein, la même chose pour tous les jeux Pokémon et d'autres. D'ailleurs, c'est pareil pour les abrutir davantage, pour pouvoir mieux les manipuler. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour conclure, vu que l'heure s'avance, c'est que je conseille aux gens de se changer eux-mêmes. En se changeant eux-mêmes, ils changeront leur entourage et ça fera un effet domino. Et là, vous changerez de ligne temporelle et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. C'est pas en râlant comme ça, en étant en colère. D'ailleurs, c'est très mauvais la colère. Ça vous bouffe de l'énergie, ça vous colle des maladies, en particulier le cancer. Si vous maintenez une colère en vous, ou même si vous l'exprimez, ça peut vous foutre des tas de merde dans le corps physique. Alors, Gérard, juste par rapport à la colère, il faut juste préciser que la colère négative qui s'enracine dans l'être est négative, mais la colère temporaire qui sert de rebond par rapport à une situation, donc de libération d'une frustration, comme ça a été le cas pour moi hier, par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très bénéfique. Mais la colère, il faut en fait savoir la maîtriser et il faut l'utiliser pour rebondir. Voilà. Alors, j'ajouterais sur ce que tu dis là, le terme réel, la transmuter, cette colère. Oui, totalement. Hum. Pour rebondir sur le terrorisme, moi j'ai envie de dire que, comme le dirait Staline, Joseph Staline, donc c'est le secrétaire général de l'Union soviétique, comme il dit le moyen le plus facile de contrôler la population, c'est tout simplement de mener des actes de terrorisme. Voilà. C'est Joseph Staline qui a dit ça. Donc on voit quand même le niveau du gouvernement, pas seulement français, mais aussi allemand, et etc. On voit le niveau où il a atteint quand même. Voilà. Et, Oui, c'est tout à fait exact. Je connaissais ce texte d'ailleurs de Staline. Et donc, effectivement, bon, bah, tout ça, c'est voulu. Hein. En fait, c'est pas, on accuse certains pays ou certains, par exemple, le monde arabe ou tout ça, ou même pour l'attentat de Nice, Daesh, qui n'avait rien à voir avec cet attentat. Hein, je le précise bien, j'en ai déjà parlé dans certaines émissions. Et donc, étant astrologue, entre autres, j'avais fait la carte du ciel de l'événement en question, et donc j'en ai compris, je l'ai commenté, tous les tenants, les aboutissements qui avaient donné ces ordres. Et le gouvernement français, entre autres, avait tout de suite mis ça sur le dos de Daesh, alors qu'en fait, il n'y était rien du tout. C'est encore. Ensuite, il y a eu un autre attentat sur un prêtre pour détourner justement l'attention de la polémique qui s'instaurait sur le fameux attentat de Nice, qui a été programmé. Voilà, j'arrêterai là, j'en dirai pas plus. oui, c'est sûr. À savoir que, bien sûr, il faut savoir que le camion qui était à l'attentat de Nice, c'était un camion réfrigéré, soit une camionnette. Donc, comment, dans une camionnette réfrigérée, peut-on retrouver des meubles? Suspense, hein? Oui, bon, on ne va pas s'étendre sur ça. Hein, Oui, non. en ce qui me concerne, le dossier est classé. Hein, je sais. Oui. Et, Maintenant, on passé. va attendre les autres attentats qui vont venir. Voilà, le problème, les attentats qui sont programmés vont viser les civils. Bon, ça commençait à Nice, bien sûr, mais c'est rien à côté de ce à quoi il faut s'attendre. Voilà. Et tout ça est voulu, bien sûr, toujours pour maintenir la terreur et les gens en esclavage, pour les paralyser complètement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la peur principalement qui paralyse les gens, qui leur enlève leur pouvoir latent. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, pour finir là-dessus, justement, j'ai envie de dire, moi, que lorsqu'il y a un attentat ou une guerre ou un truc dans le genre, euh,
Au lieu, quand vous les apprenez sur le coup, au lieu de dire oh bah c'est triste, je suis compatible pour la famille, machin, tout bidule, il faut justement, comme dirait Antoine, envoyer de l'amour aux personnes décédées et aux familles qui ont été concernées et réagir intelligemment, ne pas réagir bêtement. La première réflexion et la première réaction qu'on a quand on apprend qu'il y a eu un attentat, c'est oh, on a peur et tout, ça se trouve demain il peut y avoir chez nous un attentat, on peut nous tuer, machin truc bidule. Mais non, c'est pas à ça qu'il faut réfléchir. Il faut réagir différemment, dans le sens où il faut se dire bon, écoutez, aujourd'hui, on sait que la France nous fait des attentats. Bon, on va se regrouper, on va former une communauté de personnes. D'abord le village, on va tous se côtoyer un peu plus que les autres fois, et puis ensuite on va s'étendre à des villes, etc. Et comme ça, déjà, vous allez vous solidariser, vous allez vous parler, vous allez y avoir de la communication, et ensuite, pour l'État français, vous serez considéré comme mafieux, alors que c'est tout simplement une communauté qui cherche tout simplement à faire une vie tranquille et paisible. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est le principe des gouvernements, quel que soit le pays, c'est diviser pour mieux régner. Hein. Donc, à partir du moment où une masse, des groupes d'individus se réunissent et sont unis, quelles que soient les religions, les ethnies, etc., c'est beaucoup plus difficile de les manipuler. C'est plus facile de manipuler des personnes isolées. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils recrutent les prétendus terroristes, qui sont des gens manipulés, bien entendu, par différentes technologies, propagande, drogue, etc. Voilà, je crois qu'on va arrêter sur ce sujet aujourd'hui, Oui. parce que c'était pas le sujet. Non. Ah oui, bah, je crois qu'on peut arrêter. De toute façon, on va arrêter parce qu'il n'y a pas de questions donc dans la barre des questions. Donc on va arrêter là. Antoine, tu as des choses à ajouter avant de finir? Bah non, on continuera pour l'émission prochaine, mais voilà, je pense que là, pour l'instant, ça a été clair. C'était très lourd comme information, ce que tu as dit, Nicolas, énergétiquement dense concernant l'Europe, donc il faut que les gens digèrent ce que tu as dit, moi le premier d'ailleurs. Mais c'était super, et ben, on en parlera, on continuera la semaine prochaine. Ok, c'est bon, ça marche. Bah écoutez, un grand merci à vous deux. Un grand merci à tout le monde qui nous a suivis. Un grand merci à vous qui nous regardez soit en replay ou en direct. Et si vous, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires juste en dessous. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Force Pingouin, abonnez-y. Sinon, bah, cliquez pas sur le truc si vous n'avez pas envie. Voilà. Euh, pour faire un peu de la promo, j'ai envie de dire pour Gérard, c'est Étoile de la vie sur Facebook. Donc étoile comme une étoile de la vie avec la vie. Et pour Antoine, c'est Alors, c'est compliqué. Non, on va ouvrir une autre chaîne en fait avec Gérard, Nico et des amis où on va créer une sorte de collectif où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet prochainement avec plein d'autres projets comme le site. Et là, on pourra le préciser. Mais pour l'instant, Antoine Gavard, enfin, vous me trouvez sur Facebook. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez vous entretenir, il y a pas de souci, hein. ok, c'est bon. Bah écoutez, très belle soirée à vous. Merci à vous deux, merci à vous tous. On se dit à la semaine prochaine, deuxième jour de la semaine, toujours même heure, 18h heure de France, 12h heure de Montréal. Et c'est bon, ça va le faire comme ça. Allez, salut à vous tous, bye bye. Bonne Bye. soirée, au revoir.